Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Et ce matin, notre invité est François-Noël Buffet, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous étiez sénateur du Rhône. Bon, François-Noël Buffet, je vais commencer avec les dérives sectaires, puisque le rapport de la Miviludes vient d'être publié aujourd'hui. Vous dites « l'heure est grave ». Les dérives sectaires, l'heure est grave, pourquoi ? L'heure est grave. D'abord, c'est un moment important. Oui. Il y a longtemps que les rapports de la Miviludes ne sont pas rendus publics avec cette volonté véritablement d'avoir une vraie information. La situation s'est aggravée en 10 ans. En 10 ans, simplement. Oui. Le nombre de signalements a plus que doublé. Il est passé, en 2015, il était de 2160 signalements et en 2024 à 4571. On a une hausse qui s'est accélérée de façon de plus de 50% depuis le Covid. Oui. C'est 2020. À partir de 2020, 50% d'augmentation. Donc c'est très important. La deuxième particularité, si je puis dire, c'est que finalement, aujourd'hui, aucun territoire, c'est un peu comme pour les stupéfiants, le narcotrafic, n'est protégé. C'est-à-dire que c'est en ville, mais ça peut être en périurbain et ça peut être à la campagne. Il n'y a plus de différence, en réalité, sur ce qui concerne les territoires. Vous avez aussi tous les domaines de la vie sociale qui sont touchés. Oui. Et singulièrement la santé, le bien-être, les cultes, l'éducation, la formation professionnelle. Donc, ce sont des secteurs parfaitement nouveaux, mais qui correspondent, quand on y regarde un peu plus près, aux situations qu'on a vécues pendant le Covid. Tous ces sujets-là sont assez liés. Oui, le bien-être, la santé, alors là, évidemment, fleurissent des charlatans de tous les côtés, des propositions pour faire croire au public qu'on peut soigner le cancer, qu'on peut guérir, je sais pas moi, avec des quantités de j'ai vu, on se soigne par les pierres, on fait des jeûnes qui permettent même de guérir du cancer. Enfin, tout est proposé. Tout est possible, malheureusement. Tout est malheureusement possible. Et la manière dont les choses peuvent être menées sont de nature, évidemment, à convaincre une partie de nos compatriotes que ce sera une alternative à tous leurs maux, alors même que la science démontre l'inverse, bien évidemment. Et ce qui est aussi remarquable, dans le mauvais sens du terme, si je puis dire, c'est que de plus en plus de jeunes sont touchés. On a quasiment 20%. De jeunes qui sont pris dans les signalements. Absolument. 20% de jeunes, absolument. C'est-à-dire de jeunes qui ont moins de 25 ans. Oui, moins de 25 ans, c'est entre 16 et 24, à peu près. Et de jeunes, 20% des jeunes qui sont... C'est considérable, c'est des signalements, c'est vraiment très très considérable. Alors, il y a évidemment les dérives sectaires dans le domaine des cultes. Oui, bien sûr. Par exemple, les églises évangéliques, certaines, pas toutes, mais certaines églises évangéliques. On parle de dérives, on ne parle pas d'autre chose. Mais dans le domaine des cultes, les croyances, c'est un sujet, évidemment, facilement appréhensible, qu'on peut facilement appréhender, excusez-moi, véritablement. Mais vous avez, moi je suis inquiet, nous sommes inquiets collectivement sur tous les sujets de santé et bien-être. Où là, véritablement, on peut arriver à des situations qui amènent ceux qui se laissent emporter ou emmener à des limites parfois vitales. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, santé, bien-être, l'aromathérapie quantique. Enfin, je vais pas citer toutes les dérives, mais elles sont tellement nombreuses. Mais l'important, c'est que ce rapport qui est ici, que j'ai là, est à disposition. Il est sur le site de la Miviludes. Il ne faut pas hésiter, évidemment, à le lire. Je crois que c'est important pour tout le monde. Mais il ne faut pas hésiter non plus, lorsque l'on a un doute, appelez la Miviludes, qui est en capacité de vous donner une réponse et de vous conseiller. Ça, c'est un sujet qui ne doit pas être oublié. Mais alors, on peut appeler, effectivement, mais pourquoi, par exemple, est-ce qu'on n'interdit pas l'église de Scientologie ? Parce que nous sommes, dans le rapport qui est le nôtre, uniquement sur la notion de dérive, on ne vise pas tel ou tel, et que ça nécessite, quel que soit d'ailleurs l'organisme, d'avoir des procédures qui sont longues, qui sont souvent difficiles. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait longtemps qu'on sait que l'église de Scientologie convainc des adeptes et même les exploite à tout propos. On le sait depuis longtemps. Oui.
En toute hypothèse, je crois que pour nous, l'objectif, ça va être de renforcer la prévention, de renforcer l'accompagnement des victimes et de conseiller sur le plan également juridique. Mais le projet, parce qu'en fait, ce rapport nous inscrit dans une suite, évidemment, hein, pour l'année 2025, dont l'objectif premier est de développer l'amivilude dans les territoires. Oui. Il faut à tout prix que, compte tenu des dangers que représentent ces différentes dérives, nous puissions aller au plus proche de nos concitoyens. Donc, bon. Est-ce que l'islamisme, c'est une dérive sectaire ? C'est une non, enfin je crois pas au sens où on peut l'entendre en premier. C'est un combat politique, l'islamisme politique et c'est la radicalisation. Radicalisation. C'est pas sectaire. Non, c'est pas de cette nature-là, je crois pas. Bon, la pédocriminalité. Non plus. Non plus. Non plus. Bon. En revanche, le business de la longévité, oui. Non, je vous dis ça parce que là aussi, ça marche fort. Hein. Des technologies extraterrestres qui permettent de vivre éternellement, des machines qui sont vendues à plus de 10 000 €. Enfin bon, on a tout un catalogue absolument invraisemblable de dérives. Les inventions sont incroyables. Sont incroyables. Pour permettre, pour tromper nos compatriotes, quoi. Bon. Alors, vous êtes ministre auprès du ministre de l'Intérieur, le terrorisme. 3 hommes ont été mis en examen dimanche. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu commettre un attentat à Dunkerque. Le plus jeune a 19 ans, c'est bien cela, hein 19 ans, allégeance à Daesh, auto-radicalisé sur Internet. Oui, c'est la majorité, enfin c'est une grande partie de ceux qui aujourd'hui passent à l'acte. Hein. Vous savez que la menace, elle était exogène, elle est devenue endogène, et puis elle évolue à nouveau, à la fois un peu sur les deux, mais surtout sur l'autoproclamation en réalité. Où une personne, en quelques mois, en quelques semaines, un jeune, en 3 mois, peut se retrouver totalement radicalisé et passer à l'acte. C'est manifestement le cas d'hier. Ils sont de plus en plus nombreux comme ceci. Vous avez de plus en plus d'alertes. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous déjouez de plus en plus d'attentats terroristes ou de pré-attentats terroristes? Ça, les services déjouent régulièrement des attentats terroristes et on ne le dit jamais pour des raisons à la fois de j'ai compris. discrétion. Ça paraît logique, mais aussi. Mais combien? On en est depuis 2015, je ne voudrais pas dire de bêtises, le chiffre exact, c'est un peu plus d'une trentaine qui ont été déjoués. Depuis 2015, une trentaine. Une trentaine qui ont été déjoués. Et ces derniers mois, plus qu'avant ou moins? Non, pas forcément plus qu'avant. La difficulté qu'on peut avoir, elle est assez simple, c'est celui qui n'est pas connu des services. Qui n'a pas d'activité particulière, qui n'est pas fiché, en tout cas qui n'est pas identifié, qui n'est pas sur les réseaux dans un premier temps, et qui se radicalise en 3 semaines, 3 mois. Et pas ça. Cela, c'est pas très simple de les attraper. Alors comment fait-on, pardon ? Eh bien, il y a un contrôle des réseaux, bien évidemment. Tout ce qui se passe sur les réseaux est surveillé. Les habitudes ou les personnes qui ne bougeaient plus et qui se mettent à être sur les réseaux, on les surveille. Par ailleurs, il peut y avoir des signalements. C'est tout le rôle excessivement important à la fois du contrôle de la technologie qui nous permet de contrôler, mais aussi du renseignement territorial, de la proximité dans les quartiers, qui permet d'identifier des personnes qui sont sur le point de se radicaliser. En fait, fut une époque où on considérait que l'information venait beaucoup par les réseaux, par le numérique, que la technologie allait nous apporter la solution unique. La réponse elle est nécessaire, mais elle n'est pas unique. Nous avons besoin, pour ce type de profil, d'avoir un renseignement territorial et une proximité la plus grande possible pour détecter ce qu'on appelle les signaux faibles, les changements de comportement de tel ou tel, et qui permet d'anticiper. C'est ce qui s'est passé hier, d'ailleurs. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. François-Noël Buffet, un homme de 19 ans a été tué par balle à Vaux-en-Velin, trafic de stupéfiants. Oui. Vous confirmez? Oui, hier. Trafic de stupéfiants. En tous les cas, les conditions dans lesquelles c'est arrivé laissent entendre que ce sera ça. L'enquête le confirmera. On imagine bien, mais on est dans cette logique-là. 19 ans, il n'est pas mineur, mais il y a des mineurs, et beaucoup de mineurs, qui sont malheureusement impliqués dans ces trafics de stupéfiants. Le texte sur la justice des mineurs a été voté au Sénat. La proposition de loi, elle sera bientôt à l'Assemblée. Oui, elle sera bientôt inscrite à l'Assemblée
vraisemblablement... Vous avez les dates, là? Non, j'ai pas les dates. Vous n'avez pas les dates, ouais. Mais ça vient d'être voté au Sénat il y a quelques semaines, Oui. donc ça va revenir. En revanche, sur ce point particulier que vous soulevez, il est fondamental. C'est-à-dire que dans les trafics de stupéfiants, dans le narcotrafic au sens large du terme, le haut du spectre, mais le bas du spectre, ce sont de plus en plus de jeunes mineurs qui participent, qui sont engagés là-dedans. L'idée de départ, c'est évidemment de profiter de l'excuse de minorité pour qu'ils échappent potentiellement aux poursuites judiciaires. L'idée du texte, c'est de renforcer la répression sur ce point-là. C'est peut-être encore, il faudrait peut-être franchir une étape supplémentaire, mais nous avons dans les stupes des personnes de plus en plus jeunes qui participent, et les règlements de compte, comme on a vu hier, faut imaginer que ce soit ça, sont malheureusement de plus en plus nombreux, et les risques pris par ces jeunes sont considérables. François-Noël Buffet, dans certains pays d'Europe, il existe la prison immédiate. Les courtes peines, ce qu'on appelle les courtes peines. C'est-à-dire que quelqu'un qui commet un délit se retrouve en prison pour 10 jours, 15 jours. Est-ce que c'est applicable en France? Est-ce que c'est une volonté d'appliquer la même chose en France? C'est la réponse pénale, dès qu'elle peut intervenir, naturellement, doit être la plus rapide possible et la plus immédiate possible, quand bien même on puisse décider de placer à un moment un jeune mineur en détention pour quelques jours ou quelques semaines. Vous y êtes favorable? Moi, j'y suis favorable parce que ça permet de mettre immédiatement un coup d'arrêt au chemin du crime, si je puis dire. Donc, un délit, la prison, même 10 jours. Même 10 jours, même 5 jours, même peut-être... évidemment, le juge l'adapte à la circonstance, mais pour montrer le coup d'arrêt qui est absolument nécessaire. Est-ce que le gouvernement prépare un texte dans ce sens? Et l'enjeu, en matière pénale, notamment, c'est d'abord l'exécution des peines et la rapidité de l'exécution de la peine. Est-ce que le gouvernement prépare un texte qui va dans ce sens? En tous les cas, je sais une proposition de loi. Le ministre Darmanin réfléchit... oui, par un sénateur ou un autre. Mais le ministre Darmanin réfléchit à cette idée-là. Je pense qu'il faut qu'on progresse sur ce point-là. Bien. Dites-moi, pour lutter contre la délinquance aussi, le trafic de stupéfiants, le rôle des polices municipales est extrêmement important. On est bien d'accord, hein, François-Noël Buffet. Est-ce que les policiers municipaux auront des pouvoirs renforcés d'ici quelques semaines? Dans le cadre du Beauvau de la sécurité de la police municipale que nous terminons en réalité, qui avait été engagé, qu'on a terminé assez rapidement maintenant, on est en train de préparer les derniers éléments juridiques et les dernières idées. Oui, l'idée c'est de donner aux policiers municipaux une capacité à agir supplémentaire. Quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire la possibilité de contrôler l'identité, par exemple, de celui les policiers municipaux pourront contrôler l'identité. Voilà, on va proposer cela. On va proposer l'idée qu'ils puissent accéder à un certain nombre de fichiers qui, pour l'instant, leur sont pas ouverts. En dehors, faut être précis, en dehors des fichiers dits de renseignement. Ça, bien évidemment, pas d'accès possible. Sujet extrêmement sensible. Mais c'est la possibilité aussi, peut-être, d'avoir la capacité de délivrer des AFD, des amendes forfaitaires délictuelles, notamment pour les sujets de stupéfiants. Par exemple, ça, c'est une hypothèse sur laquelle nous travaillons. Je rappelle donc le policier municipal pour adresser des amendes. Absolument. C'est une des capacités supplémentaires qu'on veut leur donner. Après, le maire, qui a la responsabilité de sa police municipale, décidera s'il veut utiliser le moyen ou pas utiliser le moyen. Il fera comme il veut. Mais au moins, ils auront cette capacité-là. Bien. Important, hein, important. Obliger toutes les polices municipales à être armées? On ne peut pas les obliger. On ne peut pas les obliger. Il faut leur c'est permis. Elles ont le droit de le faire, mais on ne peut pas les obliger. Il appartient au maire, parce que c'est la police du maire, de le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'enjeu, il est de ne pas confondre non plus les rôles entre la police nationale et la police municipale. Elles sont complémentaires, mais en aucun cas, l'une ne peut se substituer à l'autre. En tous les cas, la police municipale n'est pas là pour se substituer à la police nationale. En revanche, elle est là pour accompagner la politique du quotidien du maire et potentiellement, par moment, aider la police nationale dans son action. Il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Je rappelle que, sans faire trop de juridisme, le Conseil constitutionnel ne nous avait pas permis de mettre à disposition nos policiers municipaux pour mener des actions de police judiciaire. François-Noël Buffet, le délit d'homicide routier, c'est pour quand? En séance, le 6 mai à l'Assemblée nationale. Ou le 5, en tout cas, c'est dans cette date-là. Donc, il y aura un texte. Oui, il y aura un texte. Je rappelle qu'il a été voté une première fois à l'Assemblée. Il est passé au Sénat. À l'époque, je présidais la commission des lois, mais ça, c'est l'histoire. On l'a un peu modifié. Et il revient à l'Assemblée nationale début mai.
Donc il sera présenté en séance à l'Assemblée nationale début mai, et soumis au vote. Et soumis au vote, bien sûr. Oui. Ensuite, il repartira au Sénat. D'accord. Et enfin, le vote définitif interviendra. C'est important d'avoir la très date important. parce que ça fait longtemps que c'est une demande de nombreuses associations. Les ZFE, faut-il les supprimer? Franchement. Moi, je suis je contre... sais que vous êtes contre les ZFE, vous-même. Je suis contre l'écologie punitive, de façon générale. Et lorsqu'on met en place une ZFE, comme je peux le vivre sur mon territoire, on ne se rend pas compte à quel point on place en difficulté un grand nombre de nos compatriotes qui n'ont pas les moyens de pouvoir changer de voiture. Alors, il faut les supprimer, alors. Donc, moi, je suis favorable à leur suppression en tant que telle. J'ai lu, c'est l'objet d'un texte qui viendra à l'Assemblée nationale. J'ai lu, en revanche, que certaines zones pourraient être mises à l'écart. Je pense que soit on est traités tous de la même façon, soit on l'est pas. Mais il faut une uniformité. En revanche, qu'on accompagne les agglomérations à des changements structurels, notamment en matière de véhicules, pourquoi pas, mais qu'on s'adapte aussi aux capacités des uns et des autres de pouvoir faire. L'année prochaine, élection municipale, dans les communes de moins de 1000 habitants, il y aura des listes paritaires. Oui. Ça vous aimez cela ou vous êtes favorable ou pas? Je suis pas certain que vous soyez très... Non, en fait, je sais pas, on va voir. Quel est le sujet premier? Le sujet premier, c'est qu'en réalité, souvent les maires qui étaient candidats une deuxième fois étaient moins bien élus que d'autres personnes qui arrivaient sur leur liste et que c'était un peu embêtant. Bon, pour eux, naturellement. Mais ça n'empêchait pas qu'ils soient maires. La question de la parité sur le principe, oui, très bien. La question de pouvoir le faire, être en capacité de le faire dans des petites communes, beaucoup de maires nous alertent en disant mais vous vous rendez pas compte que c'est extrêmement difficile, on a du mal à trouver, et des femmes en particulier, on a beaucoup de difficultés là-dessus. Donc pour installer la parité dans une commune... on risque d'avoir potentiellement des difficultés pour un certain nombre de maires de pouvoir remplir cette obligation. Le principe reste le bon, mais le côté pratique est peut-être à discuter. Bien, ça a été voté à l'Assemblée nationale hier. François-Noël Buffet, municipal, Jean-Michel Aulas sera candidat à Lyon? Écoutez, je ne sais pas. Ce que je comprends pour l'instant, c'est qu'il se prépare. Il consulte beaucoup, il essaie de rassembler. Oui, je crois que c'est soutiendrez? Oui, bien sûr. C'est un homme qui bénéficie d'une très très bonne image, d'une histoire lyonnaise évidemment que tout le monde connaît, économique à la fois, de réussite de son entreprise, mais également footballistique avec l'Olympique Lyonnais. C'est un homme qui discute avec tout le monde, qui est capable de rassembler et qui pourrait être effectivement un très bon candidat pour la ville de Lyon. Bien, je termine avec les rapports entre la France et l'Algérie. Retour à la normale des relations franco-algériennes, mais Boualem Sansal est toujours détenu. Les OQTF concernant les Algériens ne sont pas exécutés. D'ailleurs, où en est la liste? Bruno Retailleau avait donné une liste là, aux autorités algériennes. Les discussions avec l'Algérie sont en cours. Jean-Louis Barrot, dimanche dernier, a repris un premier contact. Les services du ministère, bien sûr, travaillent avec leurs homologues algériens pour faire avancer les dossiers. Donc on va voir, effectivement, si le fait que ce dialogue se renoue entre la France et l'Algérie est positif, nous permet d'avancer sur les OQTF, nous permet d'avancer également sur la situation de Boualem Sansal. C'est à l'épreuve des faits que l'on vérifie, que l'on va pouvoir apprécier. Mais auquel résultat pour l'instant, le fait d'avoir armé le rapport de force, si je puis dire les choses comme ça, a permis sans doute de fixer les objectifs de la France. La France a dit qu'on ne pouvait pas continuer à fonctionner de cette manière-là. Maintenant, la France dit aussi qu'elle veut bien rediscuter avec l'Algérie à ces conditions. Le dialogue par le gouvernement algérien a été réouvert. Attendons le résultat. Et c'est à l'aune de ce résultat que l'on verra si on a bien fait de faire. Je pense, pour ma part, que il faut être à la fois très ferme, mais en même temps ouvert à la discussion. Mais c'est au résultat qu'on verra si tout ça a fonctionné. Oui, c'est au résultat. Hier matin, Laurent Wauquiez était à votre place. Et que disait Laurent Wauquiez? Je le cite, c'est une honte, une humiliation. La France a accepté de capituler. Mais personne n'a capitulé pour l'instant. Si jamais on n'obtenait rien... Vous êtes humilié? Bruno Retailleau a été humilié? Que dit Dominique de Villepin? Impuissance publique. Mais je dis très clairement, et depuis longtemps d'ailleurs, que dans les relations bilatérales que nous avons avec les pays pour lesquels nous avons des problématiques de laisser-passer consulaire, pour dire les choses très clairement, il y a un moment où il faut savoir rétablir un rapport de force pour pouvoir négocier des conventions qui soient acceptables. Ça, c'est un principe qui est majeur. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas fonctionner. La situation avec l'Algérie nécessitait la mise en œuvre de ce rapport de force. Pardon, il a été engagé très clairement par Bruno Retailleau et par le gouvernement d'ailleurs, puisque j'étais présent au fameux Sisi. Mais
Maintenant, on va voir si effectivement dans cette période où la discussion se réouvre, on obtient des résultats. Si on les obtient, c'est donc qu'on aura mené la bonne procédure. Oui. Si on les obtient pas, eh bien on continuera de dénoncer les différents accords tels qu'ils existent. Ça, c'est quelque chose qui a été affiché clairement. Quel est le délai ? Vous avez un délai, parce que c'est bien beau, vous fournissez des listes, vous renouez le dialogue, mais sans ça, elle est toujours emprisonnée, et les OQTF ne sont toujours pas expulsés. Je crois qu'en la matière, il faut savoir allier à la fois la fermeté et l'ouverture. On ne peut pas dire que ça ne peut pas durer éternellement, ça c'est bien clair, il faut que les choses prospèrent dans les semaines qui viennent, mais je ne peux pas vous donner de délai, parce que d'abord je ne suis pas dans la discussion directe, mais au-delà de ça, il ne faut pas non plus, à un moment, il faut laisser faire la diplomatie pour l'instant. Mais c'est un désaveu. Si jamais... Non, c'est pas un désaveu. Pour Retailleau, dit non, c'est pas un désaveu, parce que c'est ce que dit Laurent Wauquiez. Moi, c'est pas moi. Ce que dit Laurent Wauquiez est une chose. Ce que je vis aux côtés de Bruno Retailleau dans la mission qui est la nôtre, c'est pas un désaveu. C'est parce qu'on a remis au clair la position de la France et notre propre volonté que la discussion a été réouverte. Sinon, elle n'aurait pas été réouverte. C'était une condition substantielle. Et sinon, cette discussion n'aurait pas été réouverte. Maintenant qu'elle est réouverte, il faut obtenir un résultat. Et si on obtient un résultat, on aura eu raison. Si on n'obtient pas de résultat, eh bien, à ce moment-là, on continuera d'avancer et on dénoncera les différents accords qui existent. Bien, merci beaucoup François-Noël Buffet d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est presque 9h. Patrick Roger, juste après les informations.